Très heureuse de vous savoir nombreux connectés sur notre chaîne America Media TV pour suivre nos émissions, pour suivre les actions et les actes qui se passent ici au Brésil. Encore un nouveau numéro des élites immigrantes qui reçoit pour vous aujourd'hui Monsieur Prosper Dinganga. Avec lui, nous allons nous entretenir aujourd'hui. Bonsoir, Monsieur Prosper. Bonsoir, Dinganga. madame. Bonsoir, madame. Ok. Déjà, je t'accorde la parole pour que tu te présentes à notre public. Bon, comme tu viens de le dire, mon nom c'est Prosper Dinganga. Je suis congolais et je suis résident ici au Brésil. Ça fait 7 ans et quelques jours. 7 ans déjà. 7 ans déjà. Ouais. Wow. Et pendant ces 7 ans au Brésil, qu'est-ce que vous faites? Bon, comme travail, je travaille j'ai travaillé en fait dans les organisations qui ont trait à l'intégration des immigrés et des réfugiés ici. Et à part ça, j'ai mes activités extra professionnelles où comme on le dit, je suis conférencier, comme on dit ici à Palestronche. Et je suis aussi appelé plusieurs fois à donner des cours à l'université ici comme professeur visiteur quoi, dans la faculté de relations internationales, qui est ma formation de base. Ok, comme professeur. Ouais. Vous avez fait vos études ici ou au Congo? Non, mes études, je les fait au Congo. Je suis formé en relations internationales. J'ai une spécialisation en géopolitique et stratégie. En géopolitique et stratégique. Ouais. Vous avez été formé où précisément? À l'Université pédagogique nationale à l'UPenn. À l'UPenn. Ouais. Ok. Déjà, salut aux amis de l'UPenn qui sont en formation, qui sont au cours de leur formation et les anciens de l'UPenn. Voilà. Essayez un peu de nous parler un tout petit peu parce qu'aujourd'hui, notre objectif va tourner juste autour de l'action que vous avez initiée dernièrement avec la communauté congolaise. Mais juste une tournure pour savoir, essayez un peu de nous parler un tout petit peu de ce que vous faites comme travail sur l'intégration des immigrants et réfugiés ici au Brésil. Comment ça se passe? Qu'est-ce que vous faites exactement pour eux? Ah, d'accord. Oui, en 2013, j'arrive au Brésil. Je remarque que les institutions qui travaillent avec les immigrés, il n'y avait pas une présence assez des immigrés. Donc la première chose que j'ai pu faire, d'abord apprendre la langue. Donc c'était l'un de mes premiers objectifs. J'ai appris la langue. Je me suis dit, mais pourquoi pas intégrer ces structures qui nous reçoivent ici tous les jours et pourquoi pas être aussi entre les deux pôles, c'est-à-dire la population brésilienne ou les institutions brésiliennes et en même temps les immigrés en fait. Et c'est pour cela que j'ai eu cette opportunité après mes études parce que bien que j'ai fait mes études au Congo, mais j'ai pu revalider mes diplômes ici. Donc mes diplômes ici j'ai fait l'équivalence en fait après plusieurs tests. Et j'ai passé quoi. Donc mes diplômes vaut ici au Brésil comme si je l'ai fait au Congo quoi. Donc comme si je l'avais fait, j'ai fait mes études ici. Donc c'est à partir de là que j'ai eu cette opportunité d'entrer premièrement dans une structure qui est connue, que j'aimerais pas citer le nom ici. Et j'ai travaillé là au moins pendant 4 ans et aujourd'hui je suis dans une autre structure qui travaille avec les immigrés en même temps quoi. Tu as quand même réussi à faire l'équivalence de tes diplômes pour qu'elles soient acceptées ici parce que en sachant la réalité qui se vit ici, beaucoup des immigrants ont ces problèmes de validation des diplômes. Pour vous, ça vous a été facile de le faire? En fait, la procédure, elle n'est pas toujours facile. C'est une procédure assez longue, premièrement. Je me rappelle que ma procédure a pris plus ou moins 2 ans pour être effective. Mais nous étions parmi ceux-là, les premières personnes qui ont eu cette opportunité de pouvoir révalider leur diplôme. Mais après 2 ans de procédure, mais à la fin de compte, ça marchait quoi. Et ça a été l'équivalence a été faite par une université publique ici, qui est l'une des meilleures universités du Brésil. Tu as été soumis à des tests
Oui, ça dépend du secteur. Le mien, oui, j'ai fait 2 tests. En fait, je l'ai fait à Niteroi, donc test écrit et oral, quoi. Comme tu venais de le dire, que quand tu es arrivé, tu as fait ces constats que le branche qui travaillait pour la cause des immigrants, dedans, il n'y avait pas des immigrants. Toi, tu as cherché à y intégrer. Comment ça s'est passé? C'est toi qui es allé toquer à la porte pour solliciter l'offre, ou il y avait une offre et tu te présentais pour essayer d'arracher cette offre? Bon, premièrement, je suis parti d'une observation. Donc, premièrement, j'ai fait une observation. Je ne dis pas que je suis le premier à accéder. Ici, je suis venu pour parler de moi. Mais j'ai fait une observation qu'il n'y avait pas une présence migrante. Donc, il n'y avait pas, comme ici on dit en portugais, un olhar migrante dentro das instituições. Donc, il n'y avait pas cette perception d'immigration parmi ces institutions qui travaillent avec les immigrés. Et par hasard, je suis tombé sur, pour répondre à votre question, je suis tombé sur une annonce où ils avaient besoin de gens qui pouvaient travailler avec eux. Et j'ai tenté ma chance, et comme j'étais dans les critères, et j'ai eu cette opportunité d'y entrer. Et c'est là aussi j'ai appris beaucoup, et j'ai apporté aussi mon regard comme immigrant aux immigrés, en fait, comme immigré dans cette structure, en fait. Et c'est comme ça que ça a tout commencé, en fait. Oui, le public va nous comprendre. C'est juste le jeu de mots. Ici, la langue des Congolais, des immigrants s'habituent plus au mot portugais. Ici, immigré, on dit immigrant. Donc, si ça arrive, donc il faut l'avaler, ça passe. Voilà. Ok. Déjà, je pense que nous allons attaquer l'objectif de notre mission aujourd'hui. Il y a, je crois, ça va bientôt faire une semaine que la communauté congolaise, ses proches, quand je dis ses proches, les autres communautés africaines, les autres immigrants de l'Amérique latine qui résident ici au Brésil, principalement à São Paulo, ont eu à participer à une action descendue dans la rue pour faire entendre la voix en ce qui concerne la situation de l'Est de la République démocratique du Congo. Et c'est vous qui était l'initiateur de cette action. Ma toute première question en ce qui concerne cela, je veux savoir quelles sont les motivations qui vous ont animé à initier cette action. Ouais, premièrement, j'aimerais rectifier un truc. Ce n'est pas la communauté congolaise qui est allée à la rue, ce sont les Congolais qui sont allés à la rue. Je crois que le jeu de mots, elle est très importante, hein, dans tout ce que nous faisons, parce que je crois que quand nous avons conçu cette idée d'y aller à la rue, de pouvoir manifester, nous ne sommes pas allés au nom d'une structure. Nous sommes allés de façon indépendante. Chaque Congolais qui s'est senti patriote, qui s'est senti un peu révolté avec tout ce qui se passe au Congo, ont décidé, hein, nous avons décidé ensemble d'y aller à la rue. L'idée, elle est venue de moi, bien sûr, comme vous venez de le dire. Et c'est par rapport à la perception de ce que j'ai fait à la perception de tout ce que j'ai fait sur le Congo, tout ce qui se passe dans notre très cher beau pays. Et j'ai vu qu'au Brésil, il y avait un grand silence, hein, un grand silence, et nous n'étions pas assez actifs en rapport à tout ce qui s'est passé. C'est comme si nous collaborions indirectement avec tout ce qui s'est passé. Alors l'idée, elle est venue de faire un acte, comme ici on appelle acte politico, hein, qui est une manifestation politique, mais assez différente de toutes les autres manifestations qui a toujours existé. Donc ce n'est pas une marche, on n'a pas fait une marche, nous ne sommes pas descendus à la rue pour faire une marche, une caminhada comme on le dit ici, mais nous étions restés sur une place publique, une grande place publique, les Congolais sont venus au fait parler et montrer à la société brésilienne
que le pays d'où nous avons eu le privilège et l'opportunité de naître, qui donne tant à cette humanité, et que ça fait 22 ans que nous sommes en train de compter plusieurs morts. Je suis habillé avec un des prototypes de t-shirt que nous avons mis en place, qui est écrit en portugais bien sûr, mais je peux faire la traduction, qui est écrit República Democrática do Congo, qui est la République démocratique du Congo, le coup du silence, qui est le thème en fait de cet événement. Et en bas, nous avons mis, c'est plus de 6 millions de morts. Pourquoi le coup du silence? Le coup du silence, c'est par rapport à l'objectif même de cet événement. Le conflit congolais, ce n'est pas un conflit unique, c'est un conflit assez complexe. Et j'ai eu cette opportunité d'étudier, j'étudie toujours ces conflits tout le jour. Et il y a l'une des caractéristiques de ce conflit, ou quelques caractéristiques de ce conflit, c'est le silence de ce conflit et le coût qu'il gère de victimes. Donc nous avons un coût élevé de gens qui meurent tous les jours et le silence de ce conflit. Donc les gens meurent tous les jours, par exemple, hier même, au sud Kivu, dans le territoire, dans la ville de Kamitinga, si je ne me trompe pas, il y a eu au moins 50 personnes qui sont mortes faisant dans le puits d'or, c'est-à-dire une exploitation des minéraux qui est aussi à la base de tout ce conflit congolais. Alors, justement, nous avons choisi ce mot, le coup du silence, c'était parce que nous voulions montrer à ce monde, au monde, et principalement ici au Brésil et à Sao Paulo, que nous, Congolais, nous laissons nos vies, nos frères, nos sœurs meurent tous les jours pour que nous puissions avoir accès à des équipements électroniques et ces minéraux sont à la base de la fabrication des équipements électroniques. Donc, nous sommes allés à la rue justement pour crier notre rage. Tu attaques déjà ma question que j'allais savoir, l'objectif de cette descente à la rue. Donc, vous avez pensé de descendre à la rue. Pourquoi? Justement, nous sommes descendus à la rue justement pour briser ces silences. Hein. Donc, nous avons voulu briser le silence qui a toujours existé. Hein. Pendant des années, pendant 22 ans maintenant, les gens, quand on parle du conflit, et surtout quand les médias traditionnels parlent du conflit congolais, les gens parlent comme si c'était un conflit ethnique ouais, ou tribal. Nous qui sommes Congolais, nous savons que le conflit congolais, oui, il y a une perception un petit peu, mais elle est très minime dans le plateau de l'Est du Kivu, par exemple, avec les Banyamulenge et consorts, avec les ethnies locales, les autochtones, comme l'a dit, les Bafulero, les Baovira et consorts. Mais le conflit congolais n'est pas un conflit à caractère ethnique, c'est un conflit à caractère économique et où le coût ce conflit est basé sur l'exploration des minéraux tout le jour. Donc c'est pour cela l'objectif principal, c'était aller à la rue, pouvoir se faire des alliés, pouvoir dire à la population brésilienne, nous sommes là, nous venons du Congo, c'est notre très cher pays. Et si vous avez par exemple votre portable, si vous avez votre caméra, je sais pas, vous avez votre PlayStation, sachez-le que ce sont des femmes qui sont violées au Congo tous les jours. Ce sont les gens qui meurent, les massacres en répétition et nous ne pouvons plus l'accepter. Et nous sommes à la rue, nous sommes descendus justement pour pouvoir appeler cette population à s'allier avec nous. Et c'est pour cela, pour répondre à ta question, c'était l'objectif principal de cette activité politique qui n'était pas une marche. Et comment ça s'était passé sur terrain pour passer ces messages? Vous avez utilisé des mégaphones, vous avez distribué des tracts avec informations écrites dessus, ou vous faisiez l'action d'interpeller les gens qui passaient dans la rue pour leur passer cette information? Comment ça se passait exactement quand vous étiez sur terrain ce jour-là? Très belle question, merci. D'abord, cette action a été différente. C'était un acte qui a été une manifestation assez différente de ce que souvent les gens voient. Donc, il y a eu une présentation. Ici, on dit performance artistique. Donc, il y avait une performance artistique à travers un de Congolais tombé aussi qui, à travers son art, il a montré réellement ce qui s'est passé en République démocratique du Congo. Donc, d'abord, nous étions assis par terre, nous étions habillés tout en noir. J'ai même répété la même tenue que j'étais. Nous étions assis par terre. Pourquoi par terre? Parce que nous, en Afrique, et principalement au Congo, quand nous sommes en deuil, nous nous asseyons par terre.
Hein. Alors, souvent, ce sont les femmes qui s'assoient par terre. Mais nous voulons aussi se mettre à la place de femmes, parce que nous avons eu le privilège de naître dans ce même pays où et nous étions par terre justement pour illustrer ces moments de deuil. Et avec un soleil assez accablant, nous étions tous assis par terre. Et après, il y a eu cet artiste Chamboui, que je salue même de loin, et qui a fait sa présentation artistique avec un de ses collaborateurs qui était habillé premièrement avec une tenue d'avocat pour illustrer aussi la présence juridique de ces conflits, parce que nous sommes ceux-là qui croyons à une justice, parce que toutes ces victimes doivent être justifiées. Hein. Alors, dans sa tête, il avait mis, son visage était couvert avec le drapeau congolais, et Chamboui était habillé en tenue, un tenue différent qui était le mélange de papiers journaux, hein, qui symbolisait la presse, le silence de la presse, et aussi avec les dispositifs électroniques, c'est-à-dire les téléphones, les tablettes et tout ça qui était collé ensemble avec le son. Donc c'était justement pour illustrer, et c'était un acte assez... c'est pour ça que je t'ai dit que c'était un acte assez différent, hein, ce n'était pas ce qu'on voit tous les jours, mais nous avons voulu montrer cela à travers aussi de l'art. À travers notre propre culture, nous étions assis par terre, et c'est justement pour montrer ça. Donc c'est de cette façon-là que nous avons fait notre événement. Quoi. Voilà, et nous allons laisser un petit moment pour essayer de suivre les images de l'action de la dite journée, comment ça s'était passé, pour illustrer les images de l'artiste qui a illustré, comme vous venez d'expliquer, et puis l'image de l'avocat qui était habillé en toge et avec le drapeau de la RDC couvert sur son visage. Retour, j'aimerais que vous nous expliquiez, essayez un peu d'amplifier en ce qui concerne, parce que comme vous venez de le faire avec l'illustration de l'artiste, essayez un peu de parler un tout petit peu. Qu'est-ce qui explique la tenue de la toge et le visage enveloppé par le drapeau de la République démocratique du Congo? Oui, je crois que cette question, elle est un peu pertinente, parce que je crois que c'est à Chamboui de répondre à cette question avec quelle est l'idée qu'il a voulu. Mais moi, quand j'ai conçu, quand j'ai eu l'initiative de faire cette activité politique, nous avons échangé avec l'artiste, et je crois qu'il a compris ma pensée. Pour remarquer en tenue de téléphone et puis makila, tu comprends que le message de Baneno est ça. Tu vois, une performance na sala pour na ba massacre au Ezo na Congo, biso tozala victime ya ba minéré na biso. Ndongo mona inga na yaki na ba journal wana na makila na ba téléphone. Bon, ba journal wana bandoko symboliser absence ya media ne media babenga onini ya media absence ya media elobelaka te mpona bamassacre oyo eza na Congo. Journal wana batelefone wana sikoyo elobela sikoyo mpona baminere na biso a partir ya bacoltan na biso, yango wana mundele aza koprofita asala basmartphone sikoyo biso moko toprofitaka nango te. Eza ke biso tokoprofite nango soki bazosomba yango légalement, parce que bango basomba yango légalement te baprofitaka na baguerre wana nde sikoyo bazosomba yango sikoyo bazosomba yango baratu, donc moins cher na ndenge moko ya fraude. Sikoyo na ndenge ya fraude wana sikoyo fo bato bakufa na ba innocent,
yango moni bamakila wana partout na nzoto ezosymbolize eloko wana. L'illustration de l'avocat, oui. ouais, l'illustration de l'avocat, parce que comme je t'ai dit tout à l'heure, comme je sais pas, je t'ai dit tout à l'heure, je suis parmi ceux-là qui pensent qu'il doit y avoir l'installation d'un tribunal, tribunal international pour le Congo. Et l'artiste en question, après avoir vu les images, vous allez voir qu'il a avec lui un document qui s'appelle le Mapping Report, qui est le rapport mapping, le rapport mapping, qui est un document qui a été élaboré avec les spécialistes des Nations Unies de 1993 en 2003. Et ce document a été mis à disposition du public en 2010. Donc ça fait exactement 10 ans que ces documents ont été mis à la disposition du public. Ces documents, j'ai eu cette opportunité, j'en ai, de les lire plusieurs fois. Et c'est un peu ça qui a aussi changé un peu ma perception comme activiste aussi sur la question congolaise. Parce que ces documents, Ali, comme on peut le dire en français, le mot m'échappe un peu, mais il énumère près de 658 crimes qui ont été commis, crimes graves. Quand je parle des crimes, ce ne sont pas de petits crimes, des crimes contre l'humanité, les crimes de génocide, des crimes de guerre. Et c'est un document assez important qui a été mis en disposition par la propre structure que les Nations Unies, mais qui aujourd'hui se trouve bloqué dans le couloir à Genève. Et cette illustration d'avocat, c'était justement parce que nous avons besoin que toutes les victimes congolaises puissent être justifiées à travers du justice internationale. Dans l'installation d'un tribunal international de justice, comme vient l'appeler actuellement aussi le prix Nobel de la paix congolais, le docteur Mukwege, l'installation du tribunal de justice international, du tribunal de justice pour le Congo, va ouvrir la boîte de Pandore, va réellement criminaliser ceux-là qui sont les coupables de tous ces crimes et vont justifier ceux-là qui ont été victimes. Donc nous sommes là justement, comme nos frères et sœurs ne sont pas là vivants pour en parler, nous qui sommes vivants, nous sommes là à militer pour l'installation de ces tribunaux de justice et pour le Congo, le tribunal international pour le Congo. Vous pensez que votre voix sera entendue? Je crois que j'ai une mission, chacun sa mission sur Terre. Le simple fait d'aller à la rue, déjà pour manifester, c'est une voix. Et je crois que pas seulement ma voix, mais la voix de tous les Congolais seront entendues. Donc moi, je fais ma part comme Congolais, comme cette personne qui a cette opportunité, ce privilège de naître dans le Congo, ce pays si merveilleux. Et je me sens dans cette obligation de faire ça. Et je vous invite aussi à le faire. Moi, je le fais déjà. Ah, aussi. bien sûr. Alors, déjà, on est à deux. Donc, on est à deux. Donc, il y a aussi plusieurs personnes qui peuvent le faire. Vous savez, je vais vous dire une chose, madame. Notre génération, nous n'avons pas, comme on dit, comme on dit en portugais, não temos desculpa. Hein? On n'a pas d'échappatoire. Non, on n'a pas d'échappatoire. On ne peut pas se justifier. Nous avons aujourd'hui, nous pouvons atteindre plusieurs personnes à travers les réseaux sociaux actuellement, à travers tout ce que nous pouvons faire. Les Lumumba, les gens qui ont milité pour les indépendances de l'Afrique, de pays africains, les Kwame Nkrumah, les Thomas Sankara, pas Thomas Sankara bien sûr, mais les Modibo Keïta, tout ce monde-là, ils n'avaient pas cette opportunité d'avoir les instruments que nous avons aujourd'hui. Et nous avons ces instruments. Nous ne sommes pas obligés de passer dans une presse internationale pour que notre voix soit entendue. Le simple fait de passer chez toi, Tania, c'est déjà une grande opportunité. Et aussi à travers nos propres téléphones, nos propres... donc nous n'avons pas d'excuses pour pouvoir crier haut et fort contre tout ce qui se passe, les méfaits qui se passent en Afrique et principalement au Congo. Vous militez, mais en dehors du Congo. Alors que le fait se passe sur place. Comment expliquer cela? Très bonne question. Cette question, elle est très pertinente parce que la plupart des gens, malheureusement, ne comprennent pas que c'est toute une stratégie en fait.
plusieurs Congolais, nos frères et sœurs, ont toujours cette tendance à nous pointer du doigt, nous qui sommes à l'extérieur. Mais vous faites une militance qui vous êtes loin, à des milliers de kilomètres du pays. Et j'entends ça. Mais dans la stratégie de la guerre, quand vous menez une guerre, ce n'est pas tout le monde qui va au front. Nous qui sommes ici, nous sommes à la recherche des alliés. Tout ce que nous faisons ici, nous sommes aussi en guerre. Nous sommes en train de faire une militance. C'est comme si pour faire la militance, on n'est pas obligé d'être sur place au pays pour faire cette militance. Nous sommes au Brésil. Le Brésil, c'est 210 millions d'habitants. Et imaginez, dans les 210 millions d'habitants, nous pouvons avoir conscientisé, nous arrivons à conscientiser au moins 5 millions d'habitants sur la cause congolaise. Ce sont des alliés importants ce que nous sommes en train de faire. Donc, je suis ici, nous sommes ici, en dehors du pays. Nous faisons cette militance, nous faisons cet activisme. Et il y a nos frères qui sont sur le terrain, qui font cet activisme, qui font ce travail, qui sont de crier haut et fort contre les injustices, contre tout ce qui s'est fait. Mais nous aussi, comme ambassadeurs, nous qui sommes à l'extérieur, nous sommes ici pour trouver des alliés. Des alliés qui peuvent se rallier à notre cause. Comme je l'ai dit tout à l'heure, le peuple israélien, ils l'ont fait, ils le font tout le temps. Partout où ils sont dans le monde, ils sont là, ils parlent de la Shoah, ils parlent du génocide des Juifs. Et nous aussi, nous devons faire la même chose. Nous qui sommes à l'extérieur, notre papier, notre rôle, c'est justement d'appeler à ces populations, par exemple ici en Amérique latine, l'activisme sur la cause congolaise, elle est encore en retard, elle n'est pas avancée par rapport en Europe, par rapport aux États-Unis, au Canada, donc, ou en Afrique du Sud. Nous ici, nous sommes un peu en retard. Mais nous avons l'une des plus grandes populations mondiales. Donc, à part le Brésil, il y a l'Argentine, il y a le Chili, il y a tout ce monde. Donc, pour nous, c'est un rôle important et nous ne sommes pas obligés de le faire au pays sur place. Le simple fait d'informer une population de 110 millions d'habitants et 210 millions d'habitants, c'est pas une mince affaire. Donc notre lutte, elle est basée sur la stratégie, et ça aussi c'est une stratégie que nous avons adoptée, pas seulement d'être sur place au pays, mais même en dehors du pays, nous pouvons réellement aussi passer notre message et aussi trouver des alliés. Donc ce n'est pas une excuse. Trouver des alliés, c'est bien bon. Mais je veux juste te poser une question. Qu'en dites-vous de ces Congolais ou de ces personnes en dehors du Congo qui se disent que les problèmes du Congo, ce sont les Congolais eux-mêmes? Quand je dis les Congolais eux-mêmes, je vois les politiciens congolais qui sont au nœud de ces problèmes, qui sont à la base de ces problèmes. Madame, le conflit congolais, ce n'est pas un conflit facile à comprendre, c'est un conflit extrêmement difficile. J'ai eu ce privilège d'accompagner ce conflit. Je ne peux pas tirer la responsabilité du gouvernement, de nos gouvernements, de politiciens congolais, bien sûr. Nous sommes tous noyés dans ces conflits. Le conflit n'est pas seulement externe, mais aussi, nous avons aussi un grand problème avec nos propres politiques. Hein. Et nos propres politiques, ils sont là à nous amener dans une distraction. Et malheureusement, moi j'ai une perception du Congo qui est assez différente, quoi. Donc je regarde le Congo d'une autre manière. Et cette manière de voir le Congo, c'est ce qui me pousse, malgré cette distraction que souvent le politique nous apporte, de pouvoir continuer dans cette lutte. Donc, je ne peux pas dire que non, nos politiciens, le problème du Congo, c'est seulement la question d'agression, tout ça. Non, le problème du Congo est très complexe et que ce soit le propre Congolais, ils sont y mêlés, mais aussi nous avons une présence. Madame, vous savez, les Nations Unies a une résolution sur l'agression, hein, la résolution 3314. Qui définit le problème d'agression. Aujourd'hui en RDC, nous avons plusieurs armées, plusieurs groupes étrangers qui font des massacres, qui sévissent la terreur à l'est de la RDC, qui ont leur bastion arrière la plupart des pays, de nos pays voisins.
Donc, qui ont cette bénédiction, ils sont approvisionnés en recrutement, en stratégie, en tout ça. Donc, nous avons deux problèmes. Donc, le problème, ce n'est pas seulement interne, mais nous avons aussi un problème régional. Donc, le problème congolais, c'est un problème, le conflit congolais, c'est un conflit extrêmement compliqué. C'est pourquoi je venais de dire que les Congolais eux-mêmes sont honneux, parce que ce sont le Congolais, les politiciens congolais eux-mêmes qui facilitent le voisin. Justement, mais nous, notre rôle, c'est ça justement, c'est être sentinelle. Quand nous voyons par exemple nos propres politiques s'amener ou faire des choses qu'il ne fallait pas, nous devons aller, nous devrons essayer de réveiller la population pour dire, oh voilà, pendant que vous êtes distrait à regarder autre chose, voilà que par exemple, il y a eu 35 filles qui ont été violées à l'Ituri, qui sont allées faire pour aller faire un examen, ils ont été violés. Et la dernière semaine, il y a eu 58 personnes qui ont été massacrées. Et aujourd'hui même, hier, vendredi, l'effondrement qui a tué plus de 50 jeunes Congolais. Donc nous sommes là justement pendant que les autres sont distraits. Et nous devons ça. Le gros problème de nous, Congolais, c'est aussi ça. Donc nous sommes plus penchés dans une distraction. Hein. Nous sommes souvent distraits avec les politiciens, avec les personnes, mais non avec les valeurs. Donc nous devons voir plus les valeurs et plus les valeurs de la République. Oui, et quand tu parlais de la jeunesse, un peu distrait, j'allais aussi te poser cette question aussi jeune comme ça, pourquoi tu te penches à l'activisme pour militer pour la cause du Congo pendant qu'il y a d'autres jeunes qui s'occupent d'autres choses, qui s'en foutent et surtout que tu es en dehors du Congo. Vous savez l'âge que Lumumba a commencé à militer. Lumumba a commencé à militer moins jeune que moi. Et je crois que tous les grands leaders en fait, dans le monde qui ont fait les grandes révolutions, Thomas Sankara était très jeune aussi. Je crois que ce n'est pas l'âge. Hein. Ce n'est pas l'âge qui est, c'est pas l'âge qui est à la base de tout cela, mais c'est qu'il faut le faire. Peu importe l'âge que vous avez 18 ans, 17 ans, au moment où vous avez une perception, vous savez, moi je suis né à Kinshasa, j'ai grandi dans toutes les conditions que tout le monde grandit à Kinshasa, donc pas dans de très bonnes conditions, ma famille ne sort pas d'une famille riche. Et tout ce que nous avons vu, quand vous venez dans un pays démocratique, ça vous révolte. Quand vous lisez ce qui se passe dans votre propre pays, c'est pour ça que je dis, le grand problème de la jeunesse congolaise, c'est que nous n'avons pas aussi accès à l'information correcte, à la bonne information. Parce qu'après tout ce qui se passe dans notre pays, et nous avons toujours tendance à penser que le Congo, c'est Kinshasa. Non, mais le Congo, ce n'est pas Kinshasa. Le Congo, c'est le 2 345 000 km². Et cette question que vous me posez justement, que je suis jeune et je suis dans cette cause, c'est parce que je me sens redevable à mon pays. Ce n'est pas par hasard que je suis né dans ce pays-là et comme Lazare n'existe pas devant Dieu, moi je crois que si j'ai cette voix qui peut porter, qui peut aller loin, peu importe la langue où je peux en parler, par exemple là je suis au Brésil, et je l'ai fait en portugais, et je l'ai dit en portugais et je dois le faire. Et là, ça vient juste après, quoi. Et si je posais la question, qui est derrière toi? Personne. Comment Dieu, ça? c'est juste Dieu qui est devant moi. Et devant moi, même pas derrière. Ce n'est pas du genre, comment le militant, ce Jalelo de l'Europe, tout ça? Non, pas du tout. Pourquoi? Parce que d'abord, je suis un intellectuel, j'ai étudié et tout ça. Et on a toujours besoin de quelqu'un pour pouvoir t'aider, bien sûr. Mais mon combat, c'est pas bon. Je crois que ma lutte, elle dépasse un peu les clivages politiques, les questions idéologiques. Moi, je vois plus les victimes, les innocents, les conséquences de cette mauvaise politique. C'est ce qui me motive le plus à aller de l'avant et à continuer toujours à insister. Parce que si je m'allie allié, par exemple, à un homme politique, automatiquement, ça va changer la tournure de ma vision. Ma vision, c'est un Congo fort, prospère et en paix. Sans que nous puissions compter les morts tous les jours qui meurent pas à cause de maladies, qui meurent pas peut-être à cause de la faim, mais qui meurent de façon barbare. Ce sont de simples citoyens, les citoyens lambda, inconnus, qui sont calmement dans leur village et ils sont assassinés pour des motifs économiques, pour l'exploration et l'exploitation des minerais. Et c'est inacceptable. Donc derrière moi... Si je posais cela, qui est derrière toi? Parce que nous les savons et nous les vivons, que le militant ou les gens qui font la militance congolaise en dehors
de la terre congolaise, la majorité sont manipulés par des politiciens sur place au Congo et ils envoient des intercelles manipuler la jeunesse ou la population en dehors du Congo. Oui, vous avez raison, madame. Mais en même temps, je ne peux pas tout généraliser. Il y a des Congolais conscients, même cela peut arriver à tout le monde, à toutes les nations. Hein. Et vous savez, même les disputes politiques qui existent au Congo, ce n'est pas seulement au Congo, même ici au Brésil, vous nous voyez, moi j'accompagne beaucoup la politique brésilienne, je la connais très bien. Et c'est peut-être pire avec les scandales de corruption, tout ça. Mais je ne peux pas aussi dire que tous ceux-là qui font la militance ou qui sont des activistes pour la cause du Congo, qui ont de base arrière avec les politiciens au pays, tous qui sont en Europe ou aux États-Unis, ils ont toujours quelqu'un derrière eux. Il y a ceux-là qui font cette militance de façon sérieuse et sans pourtant avoir le soutien, l'apport de quelqu'un. Et c'est un peu ça, quoi. Voilà, espérons que c'est ça et espérons que cette action et le message est passé et sera capté. Et nous tendons déjà vers la fin de cette émission. Si, comme tu venais de parler de la politique brésilienne, quel parallélisme pouvez-vous faire entre la politique brésilienne et la politique congolaise? Le Brésil et le Congo ont beaucoup de points en commun. Hein, ont beaucoup de similarités. D'abord, c'est un pays vaste avec près des 10 frontières. Nous avons des frontières. Et le Brésil a l'Amazonie, nous avons l'Équateur, le deuxième poumon, ils sont le premier poumon. Le Brésil, c'est un État fédéré, nous sommes un État semi-fédéré, je crois. Non, unitaire, fortement décentralisé. Et il y a beaucoup de similitudes par rapport à la culture aussi. Hein. Mais quand je parle de la politique, je crois qu'on a beaucoup aussi à apprendre avec la politique brésilienne. La politique brésilienne, souvent le Brésilien, quand on le dit nul n'est prophète chez soi, ils ont tendance à critiquer leur propre pays, critiquer le fonctionnement. Mais nous qui venons de pays où le fonctionnement n'y est presque pas, je crois que pour moi c'est une grande école. J'apprends beaucoup à travers la politique brésilienne. Donc la politique brésilienne me permet de comprendre comment est-ce que les choses peuvent changer au Congo. Hein. Ils ont un système fédératif, mais qui est bien installé, hein, où les gouverneurs, ils ont aussi un peu de pouvoir, ils ont beaucoup de pouvoir. Mais malgré ça, c'est le respect de la loi, le respect, ici au Brésil, on dit, au Brasil, au Estado Democrático de Direito, donc l'état de droit et de démocratie, et on les sent réellement ici. Peu importe les clivages idéologiques, politiques actuels, mais on sent que réellement les choses fonctionnent. Il y a un grand respect de la Constitution et un grand respect, c'est pas par hasard, c'est pas un député peut se réveiller le matin et dire bon, on peut changer la tournure des élections, on peut changer la Constitution. Ici, ça ne se fait pas comme ça. Dans le judiciaire est séparé du politique et du législatif, de l'exécutif et du législatif. Et j'aimerais que mon pays un jour puisse arriver à ce point que, par exemple, le pouvoir exécutif ne peut pas influencer le pouvoir judiciaire ainsi que le pouvoir législatif, quoi. Que l'effectivité de ces trois pouvoirs puisse être mise en place de façon correcte. Ok. Je pense que nous tendons vraiment vers la fin. Nous allons laisser à la régie de balancer les interviews de amis qui étaient sur terrain avec vous ces jours-là pour que le public puisse entendre qu'est-ce que eux aussi ont lancé comme message au travers de cette action. Les lobbies sont communauté congolaise, tosangani pour dénoncer silence, il y a des morts, ils ont les caïpans au Congo. Pour objectif na biso eza que bato nyonso bayeba makambo nyonso ezoleka na silence na République démocratique du Congo des manifestations malgré la pandémie tosali manifestation mpona koinformer population parce que bamédia international balobelaka mpona makambo ya biso ya Congo te nde biso moko soki biso moko tolobi te moto mosu akolobela biso aza te. Présence ya biso ezalaki ya po toza ya matanga na bandi boyebi biso ba Congolais précisément to ba soki to kufeli to lataka moindo mama balalaka na se to lelaka
Alors comme Tobungisi, plus de 6 millions de Congolais, alors biso soit Congolais réunis à São Paulo, to sangana kito Coca-Cola kisa paswa na batu oyo basiko kende. Pona kolakisa mokilikie, soki biso bana Congo to telemite muto telemela biso azalite. Yango to sangana ki awa na Largo de Batata na São Paulo. Pona kotombola drapeau ya République démocratique du Congo. Pona kolakisa matanga mawa otoza nango. Mboka na biso ezana passe plus de 20 ans. Média ezolobela vraiment te po na mboka Congo. Mais tandis que batu nyonso bazotambola na Congo na maboko na bango. Bazotambola ba téléphone, ba tablette, ba notebook. Yango monto ça qui acte politique, acte symbolique oyo na Largo de Batata. Ngai en tant que femme, en tant que mwasi, sachant que mwasi nde azali grande victime ya makambo toye kotelemela awa, nakovanda te. Nakovanda kimia te, nakokanga misu te, nakolala te. Ntango nayebi ke ndeko mwasi mosusu azosouffrir, ntango nayebi ke ndeko na ngai, mama na ngai, leki na ngai, mwana na ngai, tata mwasi na ngai, semeki na ngai ya mwasi azosouffrir, aza kaka neti ngai. Eza pasi na motema. Soki totali ebele ya bato bazokufa na mboka na biso, likolo ya baminere oyo, likolo ya baconflit armé oyo, la plupart ya souffrance ezokoya mingi na mwasi. Mwasi mpona nini? Mwasi azozala violé, mwasi na este lelo tokoma na bana ebele bazanga batata parce que bazwi baproblème ya baviole. Tokoma komona basi bazokoboma basi bazwi yo mwana ya 9 ans, yo mama mobimba mwana no ya 9 ans bake kotia ye na exercice na champ de bataille. Wana eza nini koboma mwasi? Merci. Problème oyo toyeli awa eza logo de batata, toza na espace ya logo de batata. Toyeli mpona toyeli manifestation, toyeli place oyo mpona bacrime makambo esalema na violence oyo ezosalema na mboka na biso, bazoviole bamama, bazoviole bana. Alors matanga wana toza nango yango toyeli kokuta na place oyo mpona kolakisa ezala communauté internationale, ezala ba européenne, injustice oyo baosala biso na basi, bazoboma biso, bazoviole biso na toutes sortes. Alors pasi wana oyo toyokaka oyo mama aboti mwana ye, yango toyo kosanga na place oyo mpona kointerpele mpona kolakisa bango ke mwasi azali mpe mutu oyo il faut barespecte ye, il faut baarrete nyonso baviolence nyonso batuerie nyonso oyo baosala na mboka na biso, puisque sa mboka na biso wana baza eloko te. Mboka na biso eza na bomengo nyonso bazoya avant dernier pays Et voilà, Monsieur Prosper, par rapport à l'action que vous aviez initiée, pensez-vous les refaire ou pensez-vous initier d'autres actions qui vont au même sens? D'abord, premièrement, cette action, c'était une action un peu plus différente de ce que j'ai déjà toujours fait, quoi. Donc j'ai toujours, pas toujours, mais pour la plupart du temps, j'ai toujours fait animer des grandes conférences ici, où je parlais de ces grands thèmes assez pertinents sur le Congo. Mais c'était juste pour une catégorie de Brésiliens, donc les Brésiliens de classe moyenne élevée, et ceux-là qui sont à l'université. Et cette action, c'était une action assez différente, mais c'est l'avenir seulement. Comme l'avenir ne nous appartient pas, appartient à Dieu, et c'est Dieu qui va définir si nous allons encore continuer avec ces actions. Mais ce n'est pas une première, c'est une action différente, mais ce n'est pas une première que nous avons fait. Nous l'avons fait déjà sur le niveau académique, comme on le dit ici, dans les universités, dans les conférences, et maintenant nous sommes un peu sur le terrain. Et nous allons voir si nous allons continuer avec ça, mais seulement l'avenir, Dieu seul sait. Ok, peut-être un dernier mot pour clore à notre entretien d'aujourd'hui. Grand merci à vous, à toi, Tania, pour cette gentillesse d'être là et pour pouvoir accepter de faire cette interview avec moi. Et ce que je peux dire à mes frères qui vont suivre, mes frères, mes sœurs qui vont suivre
cet entretien, que nous pouvons tout être, mais le Congo ne sortira pas de nous. Donc, peu importe tout ce que nous pouvons être, nous devons toujours avoir un regard dans notre propre pays. Donc, j'aimerais que nous puissions activer un peu ce sens patriotisme pour notre pays, aimer notre pays réellement et voir ceux-là qui sont en train de mourir tous les jours, bêtement, de façon vraiment lâchement, hein, si je peux le dire comme ça, et que cela puisse réveiller cet instinct patriotique en nous-mêmes. Donc, et partout où vous êtes, vous devrez sortir, vous devrez parler à vos voisins sur la situation du Congo, vous devrez parler aux nationalités des gens qui sont à vos côtés sur la réelle problématique du Congo, et nous puissions réellement aimer notre pays et non seulement voir les politiciens. Parce que voir les politiciens fait à ce que nous puissions désister, fait en sorte que nous puissions nous fatiguer de la situation du Congo. Et nous, jeunes, nous devons continuer à nous battre. S'il faut sortir à la rue, s'il faut aller à la rue, nous devons le faire. Nous devons suivre l'exemple du peuple israélite, les Israéliens, comme ils le font. Tous les jours, ils sont là, ils vont, ils plaident leur cause. Même si c'est passé à plus de 40, dans les années 45, nous, ça fait 22 ans que nous subissons réellement des problèmes. Donc, mon mot, ça sera mon mot de la fin. Ok. Merci pour votre disponibilité, pour cet entretien. C'est moi qui vous remercie. Ok. Et bien voilà, c'est la fin de notre entretien d'aujourd'hui avec l'activiste M. Prosper Dinganga. J'espère que vous avez suivi de quoi il a été question. Merci à vous, madame, messieurs, de partout où vous nous avez suivis. Vous qui avez donné l'attention de suivre cette émission du début jusqu'à la fin, nous vous disons merci. Et si vous n'êtes pas encore inscrit ou connecté sur notre canal YouTube, je vous invite à vous inscrire pour ne pas manquer de nos émissions, nos différentes émissions que nous lançons, que nous diffusons ici dans notre chaîne America Media TV, l'émission Élite immigrante comme celui d'aujourd'hui et l'émission Masolo Yamboka. Alors, inscrivez-vous sur notre canal America Media TV et là, vous commencerez à recevoir les annonces de nos émissions, les annonces des actions de notre canal America Media TV qui met à votre disposition de savoir et de connaître toutes les actions, les actes, les événements qui se passent ici au Brésil, pas seulement à São Paulo, mais les jours qui viennent, vous aurez à suivre aussi des actions, des émissions, des invités de villes différentes du Brésil. Merci je dis encore merci pour finir cette émission, je dis merci à Madame Pejingoma depuis Paris, la maman de Jessie Leslie, qui est notre fidèle incontestable. Alors, ciao. Retrouvons-nous prochainement. Incontestable. Alors, ciao. Retrouvons-nous prochainement.